sur Zoom et comme nous jouons à guichet fermé, aussi peut-être en Facebook Live. Donc, nous allons attendre quand même 1 ou 2 minutes, le temps que le compteur monte. Je me présente, Claire Sarda-Vergès, responsable du Centre d'information Europe Direct Pyrénées. Donc, je vais modérer ce webinaire en binôme avec mon collègue qui va se présenter. Donc, je suis Tanguy Speck, responsable du Centre d'information Europe Direct à Clermont-Ferrand, pour Clermont-Puy-de-Dôme. Voilà. Donc, ça y est, le compteur est en train de tourner. Alors, 40, je ne sais pas combien de personnes sont connectées sur Facebook, ça n'apparaît pas encore chez moi. Bon, ben écoutez, je pense que nous pouvons démarrer parce que nous n'avons qu'1 heure devant nous pour échanger. Bienvenue à tous. Donc, les centres Europe Direct Pyrénées et Clermont Puy-de-Dôme sont ravis d'animer ce webinaire à la demande du bureau du Parlement européen en France et de la représentation en France de la Commission européenne. Donc, l'objet de notre webinaire, c'est que le 16 septembre prochain, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, prononcera son premier discours sur l'état de l'Union. Dans un sondage que nous avons effectué, qui est d'une modeste dimension, mais il est sans doute représentatif, plus de 60% des sondés ont répondu qu'ils ignoraient la tenue de ce discours et encore moins la signification de l'acronyme SOTE. Donc, ce webinaire a justement pour objectif d'expliquer le rôle du discours de l'État de l'Union, de faire le point sur la première année de mandature de la Commission, présidée par Madame von der Leyen, et d'évoquer les enjeux et perspectives pour l'Union européenne. Alors, avec nous pour échanger, nous avons Isabelle Coustet. Bonjour Isabelle, qui est chef du bureau de liaison du Parlement européen en France. Bonjour Claire. Et Baudouin Baudru, chef de la représentation en France de la Commission européenne. Juste un petit mot tous les deux sur le rôle des bureaux et représentations. Alors, je vais essayer de répondre très vite. Chaque capitale nationale et dans les grands États, il y a aussi une antenne régionale, accueille un bureau du Parlement européen. Donc, on dépend de la direction de la communication et on fait le lien avec les institutions nationales, mais aussi avec la presse nationale. Et on a un grand volet communication et information et relais avec les ONG sur l'activité du Parlement européen. Donc, à ce titre, beaucoup avec les centres Europe Direct en région, que je félicite au passage pour votre activité très importante pour nous aider à communiquer au cœur des territoires sur l'Union européenne et aussi sur les activités du Parlement européen. La spécificité par rapport à Baudouin, évidemment, de mon bureau, c'est qu'on essaye de faire connaître l'activité parlementaire européenne, puisque le Parlement européen a un pouvoir législatif très important dans l'Union, qui est un pouvoir très méconnu des Français, qui ont plutôt l'habitude d'un Parlement qui n'a pas beaucoup de pouvoir dans le système politique. Voilà.
Merci beaucoup Isabelle. Baudouin, la représentation de la Commission européenne en France? Oui, très brièvement, bonjour à toutes et tous. Et en effet, je m'associe à Isabelle pour remercier les centres d'information Europe Direct qui organisent ce webinaire et beaucoup d'autres choses dans les territoires. Très brièvement, la représentation de la Commission dans les États membres, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'en France, il y a dans tous les États membres, elle a deux rôles principaux. Le premier, c'est d'abord de parler d'Europe et en particulier, évidemment, des initiatives de la Commission, des politiques européennes, des programmes européens auprès de nos interlocuteurs dans les États membres, les autorités nationales, locales, régionales, mais aussi les partenaires sociaux, les universités, enfin tout le monde. Donc c'est vraiment de rapprocher ou d'apporter un peu plus d'Europe auprès des gens et d'expliquer un peu à quoi ça sert, quelle est la valeur ajoutée, etc. Le deuxième rôle essentiel, c'est de faire rapport à la Commission à Bruxelles des évolutions, des événements importants de la situation politique, économique, sociale, environnementale de l'État membre. Et à ce titre, la représentation dans les États membres relève directement de l'autorité de la présidente. Donc, mon patron, c'est une patronne, c'est Ursula von der Leyen. Très bien. Donc, merci à vous deux. Le déroulé, nous avons prévu 3 temps pour ce webinaire. Le premier sur justement l'explication de ce discours sur l'état de l'Union. Le deuxième temps sur un peu de bilan de cette première année de mandature qui a été quand même assez mouvementée. Et le troisième temps sera réservé aux enjeux et perspectives. Alors, nous sommes nombreux, il sera difficile sans doute de relayer, puisque nous avons dépassé les 100 personnes entre Zoom et Facebook Live. On ne pourra pas prendre des questions en direct à l'oral de nos internautes, mais par contre, nous essaierons au maximum sur chaque temps de notre webinaire de relayer les questions qui sont posées à nos 2 intervenants. Et je vais de ce pas passer la balle à Tanguy, donc mon collègue du Centre Europe Direct Auvergne, Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, pour animer le premier temps du webinaire. Merci beaucoup, Claire. Alors, effectivement, avant de réellement rentrer dans le cœur du sujet, ce que je voudrais vous proposer, c'est de poser un petit peu le contexte, puisqu'on a parlé un petit peu de ce qu'est le débat sur l'état de l'Union européenne avec quelques internautes, avec quelques visiteurs, et plusieurs d'entre eux nous ont posé des questions, comme par exemple, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est pareil que ce qu'on a en équivalent aux États-Unis, ou s'agit-il d'une annonce ou d'une proposition? Donc, ma première question, elle s'adressera peut-être plutôt à Isabelle Coustet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines de ce discours et sa signification pour le Parlement européen? Oui, merci Tanguy. Alors effectivement, cela s'inspire de la tradition américaine du discours sur l'état de l'Union, mais c'est peut-être le seul parallèle qu'on peut faire parce que aux États-Unis, le président des États-Unis s'adresse au Congrès américain, mais c'est une obligation constitutionnelle et c'est peut-être la seule fois où il s'adresse vraiment au Congrès, tandis que dans l'Union européenne, la présidente ou la présidente, puisque cette fois-ci nous avons une femme, de la Commission européenne s'adresse assez fréquemment au Parlement européen. Donc, ce n'est pas la seule fois qu'elle le fait. C'est une habitude qui a été une tradition, on va dire, qui a été créée très récemment, depuis 2010. Il y avait plusieurs objectifs pour créer cela. Premier objectif, il était un peu technique. Pour le Parlement européen, c'était d'avoir une influence sur le programme législatif de la Commission européenne. Parce que vous savez que le Parlement européen n'a pas l'initiative législative, hein, il peut l'avoir, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail là maintenant, sinon déjà les spectateurs vont s'endormir, mais donc c'est une façon, les textes qui arrivent comme ça sur la table des institutions européennes, ils n'arrivent pas par hasard, et c'est important d'en discuter de façon politique avec la Commission européenne, dans un grand débat de politique générale d'une certaine façon. Alors ce n'est pas en début de mandature, c'est en début d'année, mais l'année commence en septembre,
dire c'est l'année de septembre à juin, c'est sur le programme annuel de la Commission européenne. C'est l'occasion de lui donner une visibilité politique. Ça a été créé, donc pas par les traités, mais par une pratique institutionnelle. Donc avant que la Commission présente son vrai programme dans les détails, elle en aura discuté avec le Parlement européen, avec les groupes politiques, et c'est une façon pour le Parlement européen de donner vraiment ses priorités, ses initiatives. Ça remet un peu la Commission et le Parlement au centre du jeu dans un système européen où le Conseil européen a pris du pouvoir ces dernières années aussi. C'est lui qui donne les grandes orientations, mais là, ça redonne du pouvoir en fait au Parlement européen qui est élu au suffrage universel direct. Autre objectif, c'est un peu publiciser ces débats. Personne ne sait ce que c'est, mais nous, on essaye justement, et c'est pour ça qu'on vous a demandé de faire ce genre d'activité. C'est un débat qui est public, c'est aussi une occasion pour tous les citoyens de comprendre quelles sont les priorités de l'Union européenne dans l'année. On accuse souvent l'Union européenne d'être ultralibérale, d'avoir une idéologie. Eh bien, c'est important de comprendre comment se discutent les propositions qui vont arriver sur la table. Alors, il y a 2010, c'est assez récent, il y a eu 8 discours sur l'état de l'Union jusqu'à présent, puisqu'il n'y en a pas l'année des élections européennes, puisque la Commission européenne n'est pas formée au mois de septembre. Donc l'année dernière, 2019, il n'y avait pas encore la Commission européenne dans son entièreté. Et donc là, c'est le premier discours sur l'état de l'Union d'Ursula von der Leyen. Un des enjeux de savoir quelle marque elle va insuffler à ce discours. Est-ce qu'elle sera très politique? Est-ce qu'elle sera elle fera des propositions? On est à un tournant l'année a été exceptionnelle de toute façon. Donc de toute façon, par le contenu du discours, on va parler du plan de relance, on va parler de tout ce qui s'est passé pendant la crise du Covid et la façon du budget de l'Union européenne et de la façon dont l'Union européenne va répondre à cette crise. Les discours de M. Barroso, il en avait fait 4, avaient été l'occasion de faire des propositions, et j'ai un peu regardé dans le passé. Déjà, il avait proposé des eurobonds une fois, il avait proposé aussi la taxe sur les transactions financières. Le président Juncker, lui aussi, avait fait des propositions très politiques. C'était l'année où il avait fait ses 10 priorités pour la Commission européenne en début de mandat. Mais si on regarde le discours de 2018, qui est donc le dernier, un des points fondamentaux, c'était déjà les discussions sur le budget pluriannuel. Donc vous voyez que c'est un long processus quand même, l'Union européenne, il y a une certaine constance dans les projets, et nul doute qu'Ursula von der Leyen a un discours très important devant elle, avec des éléments de concrétisation très importants pour l'Union européenne. Donc je pense que ça peut être un discours marquant. D'accord, merci beaucoup. Alors justement, vous l'évoquiez, ce discours il est prononcé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc ma question suivante, elle s'adressera plus à Baudouin-Baudru. Sur le plan institutionnel, que représente ce discours pour la Commission européenne? Alors, sur le plan institutionnel, je dirais même sur le plan purement politique, le discours sur l'état de l'Union européenne qui sera prononcé le 16 septembre en plénière par Ursula von der Leyen est tout sauf un monologue. Donc, comparé au système américain où le président se présente devant le Congrès, il prononce ce discours et puis il s'en va, la partie, je dirais presque la plus importante, c'est le débat qui suit immédiatement le discours. La présidente présente effectivement un certain nombre de bilans de ce qui s'est produit depuis qu'elle est en fonction, mais elle va essentiellement parler de l'avenir. Elle va essentiellement passer un certain nombre de messages politiques très forts sur la transformation que vit aujourd'hui l'Union européenne et l'ensemble de ses citoyens par rapport effectivement à la crise sanitaire et donc économique et sociale que nous traversons, mais elle va surtout engager le débat avec celles et ceux qui ont été élus au suffrage universel par les citoyens européens. Et donc, c'est extrêmement important parce qu'on aurait pu imaginer, par exemple, que la présidente présente ce discours d'abord au Conseil européen, un Conseil européen extraordinaire sur le début de l'année politique. Non, évidemment, elle se présente devant les élus, elle se présente devant celles et ceux qui représentent les citoyens. Et ce dialogue qui suit immédiatement le discours va permettre effectivement
d'échanger sur ce que la Commission estime être indispensable aujourd'hui, prioritaire à mettre en place, mais les élus vont pouvoir dire à la représentante en chef de la Commission européenne ce qui pour eux, et donc pour leurs électeurs, est important. Comment est-ce qu'on vit les choses aujourd'hui? Comment est-ce qu'on vit cette crise? Quelles sont les perspectives? Quelles sont les craintes, les attentes des citoyens européens, tous les groupes confondus, de manière à ce que la présidente, ensuite, et la Commission derrière elle, puissent entamer ce dialogue structuré avec le Conseil des ministres et avec le Parlement européen qui devra conduire à l'élaboration et la présentation du programme de travail. Ce sera donc ce programme de travail le fruit d'un dialogue collectif entre les institutions qui démarre le 16 septembre avec cet échange entre la Commission et les représentants des citoyens. Merci. Alors peut-être justement, je peux peut-être laisser la parole à Isabelle Coustet sur justement quelques compléments, si vous souhaitez en apporter, sur les rôles et les positions des groupes parlementaires, puisque donc Ursula von der Leyen s'adressera au Parlement européen. Bon, alors c'est difficile de savoir ce que vont dire tous les différents groupes. Ça dépendra du sujet, évidemment, mais le déroulé est le suivant, c'est que le discours dure entre 30 et 40 minutes. Ça dépendra aussi de la marque que va insuffler la présidente. Au passage, j'ai répondu à une question qui était dans le chat, dans laquelle on me demandait en quelle langue aura lieu le discours. Le président Juncker, lui, s'est exprimé dans 3 langues. Il faisait une partie en français, une partie en allemand, une partie en anglais. Madame von der Leyen aussi est multilingue, donc il est fort à parier que certaines parties seront dans certaines langues. Mais de toute façon, tout est interprété dans les 23 langues officielles de l'Union européenne, donc c'est tout à fait possible de suivre en direct le discours. Alors, la position des groupes politiques, bon, moi, je peux la détailler sur le plan de relance, on va dire, mais je déflore un petit peu les sujets d'après. C'est que, globalement, l'ensemble du Parlement européen a accueilli dans les mois qui ont précédé, enfin, pendant la crise de la Covid, les initiatives de la Commission européenne et le fait que le Conseil soit arrivé à un accord sur le plan de relance. Donc, il y a globalement une majorité de parlementaires qui sont plutôt en soutien de la présidente. Mais il y a beaucoup de points de mécontentement sur un certain nombre de choses, et je dirais 2 choses qui sont communes à tous les groupes, c'est que le Parlement européen, mais peut-être je vais être un peu trop technique, est très content du plan de relance, mais trouve que le prix à payer était un peu cher, c'est-à-dire d'avoir réduit considérablement le montant du budget alloué aux politiques normales de l'Union européenne pendant les prochaines années jusqu'en 2027. Donc ce sujet arrivera vraiment sur le tapis dans tous les groupes, je pense. Et puis après, selon les groupes politiques, on va avoir des différences. Certains vont insister plus sur le respect de l'état de droit dans l'Union, donc la conditionnalité des aides du plan de relance au respect de l'état des droits et des droits des minorités. On va avoir des remontrances sur le montant lui-même du plan de relance, sur des inquiétudes sur comment rembourser les dettes, des demandes de précision sur comment rembourser cette dette au niveau européen, et est-ce qu'on va créer des ressources propres à l'Union européenne et comment. Et enfin, une insistance, à mon avis, très forte sur le pacte vert et le devenir du pacte vert, et sans doute aussi de la façon dont on va calculer ces fameux 30% du plan de relance qui doivent être dédiés à des actions environnementales, enfin en tout cas pour l'objectif de la transition climatique. Là, je suis un peu générale. Mais ce sera à chacun des groupes. Donc, ce sont les présidents de groupes politiques qui s'expriment en premier, et puis ensuite, il y a d'autres membres du groupe politique qui vont s'exprimer à la suite, puis un temps de réponse de la Commission européenne. Donc, tout ça nous tient quand même de 9h à midi, le matin du 16 septembre. Alors, c'est peut-être un peu long à suivre, mais il y a des temps, je dirais que les temps les politiques plus forts, c'est évidemment le discours lui-même, et puis l'intervention des présidents des groupes politiques ensuite.
J'ajoute encore un tout petit point, juste pour ceux qui nous écoutent. Nous organisons aussi une sorte de commentaire en direct de ce discours sur Twitch avec Jean Massier. Donc, s'il y en a qui connaissent, mais enfin, on vous donnera les informations pour suivre ça. Il fait un commentaire un petit peu comme un match de foot pour essayer un peu de décrypter qui parle, pourquoi, quel est tel homme politique de tel groupe. Ça aide un petit peu à comprendre qui est dans l'hémicycle. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Claire. Alors, il y avait une question, mais elle a été répondue. Je ne sais pas s'il y en a d'autres et puis on pourra passer au deuxième. Oui, merci Tanguy. En effet, je pense que nos deux intervenants ont été suffisamment clairs pour expliquer le pourquoi de ce discours sur l'état de l'Union et les conditions dans lesquelles il va se dérouler. Donc moi, je vous propose puisque nous n'avons pas de nouvelles questions précises, ou du moins si je vois qu'il en arrive une sur Facebook, mais qui sera plus sur les politiques et que nous, sur la réforme de la PAC, et nous le verrons peut-être dans les enjeux et perspectives dans le troisième temps. Donc, on va d'abord, avant de parler du futur, on va faire le point sur l'année qui vient de s'écouler. Baudouin-Baudru, je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints que vous êtes le chef de la représentation en France de la Commission européenne. Et donc, on ne peut pas dire que la première année de mandature d'Ursula von der Leyen ait été un long fleuve tranquille. Et les 6 derniers mois notamment ont été marqués par la crise sanitaire de la Covid-19. Est-ce que Madame von der Leyen a pu imprimer sa marque dans ce contexte? Merci Claire et merci pour cette question parce que je pense que ça me donne l'occasion quand même peut-être de corriger une perception qui est apparue au début de la crise sur le continent européen et qui pourtant a bien changé les choses parce que si en effet ces premiers mois de la mandature n'ont pas été un fleuve tranquille pour personne d'ailleurs, hein, ça n'a certainement pas été pour la présidente, la nouvelle présidente de la nouvelle commission, qui avait pourtant bien commencé, puisqu'elle avait lancé un certain nombre de priorités qui avaient été soutenues par le Parlement européen lors du vote, lors de l'élection de la présidente de la Commission européenne, parce que je rappelle quand même que la présidente est élue par le Parlement européen, n'est-ce pas ? Sur base de ce programme, les choses n'ont pas tardé. Dès décembre, on a lancé les premières communications sur le pacte vert. On a suivi en janvier avec des propositions sur des choses importantes dans le domaine social, notamment le lancement du dialogue avec les partenaires sociaux sur le salaire minimum décent, etc., etc. Tout ça s'en est suivi. Et puis, le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé et il a surpris tout le monde, y compris la Commission européenne. Et pendant quelques semaines, il y a eu du flottement. Ça, tout le monde l'a reconnu, la présidente elle-même. Tout le monde se souvient de la situation dramatique dans le nord de l'Italie, qui appelait à l'aide et qui ne recevait pas nécessairement de réponse. Mais très vite, la présidente et son équipe ont pris la mesure des défis qui se présentaient devant nous. Et je pense que la marque, effectivement, de Mme von der Leyen et de son équipe derrière elle, par rapport à ça, c'est qu'elle a véritablement fait changer les lignes. Elle a rendu possible aujourd'hui ce qui était considéré comme impossible hier. Alors, 2-3 exemples. Le fameux pacte de stabilité et de croissance. Vous savez, c'est ce pacte qui impose un déficit maximum de 3% sur les États membres et une dette de 60%. La seule façon de permettre aux États membres de répondre à l'urgence de soutien de leur économie, des emplois et du secteur hospitalier, c'est effectivement de faire sauter ce verrou. Et c'est ce qui a été fait. On a donc, en quelque sorte, déconnecté ces contraintes liées au pacte de stabilité et de croissance pour permettre aux États membres d'agir au maximum pour sauver leur économie. Deuxièmement, on a aussi fait sauter un autre verrou, qui est une espèce de tabou, qui était constitué par les règles très strictes sur les aides d'État.
de manière à permettre effectivement aux États membres d'aider parfois massivement un certain nombre d'entreprises, d'industries. La France l'a fait, la France continuera à le faire. Évidemment, on ne fait pas ça sans aucun cadre de référence, mais on l'a fait. On a fait donc des choses absolument inimaginables. Et la dernière chose inimaginable il y a quelques mois, eh bien, c'est la proposition de la Commission de mutualiser les dettes qui s'est inspirée, il est vrai, d'une initiative franco-allemande pour créer en fait une enveloppe de 750 milliards d'euros dont le remboursement sera réalisé, nous l'espérons effectivement, par de nouvelles ressources propres, mais en cas de défaut, eh bien, par l'ensemble des États membres de manière collective. C'est aussi une révolution en termes budgétaires et en termes politiques en Europe. Donc, je voulais simplement dire que Madame von der Leyen, la première femme présidente de la Commission européenne, a véritablement marqué sa fonction et l'Europe tout entière en étant courageuse, en étant innovante, en ayant une vision et en convainquant effectivement l'ensemble des États membres et le Parlement européen de la soutenir dans cette action vraiment qui n'a pas de précédent. Merci Baudouin. Je rappelle juste avant de poser une question à Isabelle Coustet, chef du bureau du Parlement européen en France, que nous invitons les internautes et nos auditeurs à la fois sur Zoom ou sur Facebook à poser des questions par écrit dans le petit forum de discussion sur Zoom ou dans celui du Facebook Live pour que nous puissions ensuite relayer vos questions. Alors, Baudouin a bien exprimé cette année et les lignes qui ont bougé avec l'impulsion de la Commission sur certaines politiques. Isabelle, est-ce que l'Union européenne et ses institutions en général sortent affaiblies ou renforcées de cette crise? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce que finalement, est-ce que d'un mal, on peut espérer des perspectives positives? Alors, comme dans toute l'histoire de l'Union européenne, c'est évidemment la crise qui fait avancer l'intégration. Mais je dirais que là, on n'a pas encore franchi tous les obstacles. Hein, et je crois qu'il s'en est fallu de peu pour que l'Union européenne vraiment... cette crise était très très dangereuse pour les institutions européennes parce qu'elles ont d'abord été un peu sidérées par les réactions extrêmement nationales qui se sont développées notamment sur le plan sanitaire parce que justement cette politique n'était pas intégrée au niveau européen et que finalement on a vu passer des réflexes absolument qu'on n'imaginait pas possibles dans l'Union européenne. Je ne parle pas des masques et des vols sur les tarmacs ou des choses comme ça. Mais voilà. Ça, donc, effectivement, je dirais que passé cette sidération, la réaction des institutions européennes a été immédiate en 3 temps, sur 3 mois. Et alors, peut-être pas complète du tout sur le niveau sanitaire, mais quand même, la Commission européenne, et Baudouin en parlera mieux que moi, a fait beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Mais elle n'en avait pas les compétences, donc c'était très difficile. Mais sur le plan de la réponse à la crise, il y a eu des choses qui ont été faites et Baudouin les a déjà rappelées, donc je ne serai pas très longue là-dessus. Je pense notamment donc, à la suspension immédiate du pacte de stabilité, des règles de concurrence, des règles sur les aides d'État, et puis dans un deuxième temps, la mise en place de vrais pare-feux. Baudouin aussi en parlerait mieux que moi, la mise en place de ce système SURE qui vise à aider les États membres à mettre en place le système de chômage partiel, donc, qui va continuer à être mis en place aussi dans les plans nationaux, c'est-à-dire garder les gens en activité de façon à ce qu'on ne perde pas les compétences des salariés après la crise. Et ça, c'est très important aussi. Donc, la mise en place de pare-feu. Et puis enfin, surtout, la conception du plan de relance.
Sur ça, Baudouin a déjà dit beaucoup de choses, donc je ne le redirai pas. Mais je dirais que le Parlement européen a aussi joué son rôle, qui est peu visible, qu'on dit peu. Donc je le dis pas seulement parce que je représente cette institution. Dès le 15 mai de cette année, nous avons adopté une résolution dans des conditions, d'ailleurs, il faut aussi que je dise que le Parlement européen a eu beaucoup plus de sessions qu'il n'en a d'ordinaire dans ces conditions où, en fait, il a tout mis en œuvre pour voter à distance, pour se réunir à distance. Donc, les députés étaient comme vous et moi, là, aujourd'hui, ont suivi les sessions et les réunions de commission avec un système de vote électronique, mais aussi manuel, parce qu'il fallait authentifier les signatures des 751 députés. Bref, il a réussi à se réunir, à voter aussi donc, cette résolution, la première avant l'accord franco-allemand qui demandait un plan, qui chiffrait le montant du plan de relance nécessaire pour l'Union européenne à 2000 milliards d'euros. Alors, on n'est pas à 750 milliards, mais en fait, c'est un chiffre global où on englobait aussi donc l'injonction de fonds par la Banque centrale européenne, etc. Donc, je dirais que ce plan de relance, c'est effectivement, c'était quitte ou double. Soit on arrivait à l'adopter, soit l'Union européenne n'arrivait pas à le faire, et c'était, je crois, vraiment très dangereux pour l'Union européenne elle-même. Mais ce que je voudrais, c'est la nuance que je voudrais établir dans votre question. Il y a l'Union européenne et il y a les institutions européennes. On remarque que les deux institutions les plus intégrées de l'Union, c'est-à-dire la Commission européenne et le Parlement européen, eux ont joué leur rôle. Le Conseil européen finalement l'a fait, mais ça a été au prix de négociations intenses. On se souvient tous de ce Conseil européen du 21 juillet, je ne me souviens plus exactement la date. Alors je dis qu'on s'en souvient tous, mais j'ai déjà oublié la date, mais je veux dire ce Conseil européen le plus long de l'histoire de l'Union européenne. Je ne sais pas s'il est plus long que le traité, celui de Nice, mais en tout cas il est au moins équivalent dans la durée. Avec effectivement des négociations entre États membres terribles. Mais finalement, l'adoption de cet accord va finalement sortir l'Union européenne de l'ornière et va résoudre, si, encore une fois, on réussit à le mettre en œuvre, parce que là, c'est le deuxième chantier qui atteint l'Union européenne, c'est de mettre en œuvre concrètement ce plan, et rapidement, ce qui est beaucoup plus complexe qu'on l'imagine. En tout cas, ce plan, il a, Baudouin l'a rappelé, un élément d'intégration fondamental qui est un endettement commun, remboursé non pas par chacun des États membres qui vont recevoir les fonds, mais par l'Union européenne collectivement. Et deuxième élément d'intégration que je souligne parce qu'il est fondamental et que personne n'en parle, c'est l'accord sur la création sur le principe de créer de nouvelles ressources pour le budget de l'Union européenne qui ne dépendraient pas des budgets des États membres, mais qui viendraient abonder directement le budget de l'Union européenne avec des idées novatrices. Alors, ça vous semble ancien, mais bon, cette fameuse taxe carbone aux frontières, la taxe sur les plastiques, la taxe aussi sur le numérique. Donc, ce sont des dossiers qui sont en panne, qui étaient en panne dans l'Union européenne. Donc, finalement, avec cette crise et le besoin de financer l'endettement commun, on peut résoudre des problèmes qu'avait l'Union européenne. En cela, la crise serait effectivement bénéfique et les institutions sortiraient renforcées. Mais encore une fois, maintenant, il faut le mettre en œuvre. J'étais trop longue, Claire, je vois que vous vous impatientez. Non, c'est-à-dire que je pense que nous reviendrons peut-être sur ces différents points dans le troisième temps, sur les dossiers qui sont sur la table, sur le futur. Il y avait, et ça a été relayé par certains des internautes en amont du webinaire, des interrogations sur les valeurs. Vous parliez, Isabelle, justement de ce Conseil européen souvent musclé, et justement des divisions sont apparues entre États membres parce que certains pays s'affranchissent de l'état de droit et que la discussion sur la conditionnalité, c'est-à-dire, ça c'est du jargon, mais c'est lier la possibilité d'obtention de financement européen en fonction du respect de l'état de droit, font partie des discussions qui ont été houleuses
alors là-dessus, Baudouin-Baudru, Anthony, des jeunes Européens Auvergne, nous souhaite une Europe qui ne tergiverse plus sur les valeurs fondamentales. C'est vraiment un point clé là en ce moment et on le voit en suivant l'actualité. Oui, tout à fait. Je voudrais dire à Anthony qu'on est au moins deux à partager cette préoccupation. Je suis sûr qu'on est des millions en fait, de citoyens européens qui considérons que les valeurs sur lesquelles ce projet aussi unique au monde s'est construit, ce n'est pas quantité négligeable, c'est même essentiel. L'état de droit et le respect de l'état de droit, c'est une des conditions effectivement essentielles pour faire partie du club européen. C'est à l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Quand on signe un contrat pareil, quand on décide d'adhérer, quand on demande d'adhérer à l'Union européenne, ben, on lit bien le contrat et quand on signe, ça veut dire qu'on adhère pleinement à ces conditions essentielles pour faire partie du club. Alors, donc, ne pas ou ne plus respecter ce principe, c'est se mettre hors jeu. Alors, c'est d'abord une question évidemment éminemment politique, je dirais même éthique, hein, qui est indissociable de l'identité européenne. Vous voyez ce qui se passe tout simplement dans d'autres régions du monde. Hein. Ce n'est pas compliqué. Hein. Regardez ce qui se passe avec le maire de Moscou qui a été empoisonné. Regardez ce qui se passe à Hong Kong, à Taïwan. Ben, vous verrez qu'en Europe, on est plutôt bien lotis de ce point de vue-là. Et on est bien lotis parce que c'est une condition essentielle pour se réunir dans ce projet commun. Mais au-delà de la politique et de l'éthique, c'est aussi une question liée au bon fonctionnement de la société et de l'économie, par exemple. Et quand on parle d'économie, quand on parle de social, on parle aussi de l'usage, du bon usage des fonds européens. Alors, imaginez un pays dont le système judiciaire est défaillant, dont les juges sont désignés à la faveur de leur proximité du pouvoir politique. C'est une raison pour des investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, d'arrêter de s'engager dans ce pays. C'est un drame pour les entrepreneurs qui veulent être traités de manière équitable pour développer leurs activités et qui voient que certains ont accès à des fonds européens alors qu'eux n'y arrivent pas en étant dans les mêmes situations. C'est la raison pour laquelle la Commission a proposé effectivement d'associer l'accès aux fonds européens à la démonstration du respect plein et entier des règles de l'état de droit. Je crois que c'est une question de bonne justice et aussi d'équité entre les différents acteurs et notamment les bénéficiaires éligibles aux fonds européens. Donc, c'est une question sur laquelle on ne peut pas transiger et je suis sûr que les États membres et le Parlement européen, qui est un acteur extrêmement important dans ce dossier, vont soutenir la Commission dans ses efforts pour que l'ensemble des 27 États membres respectent pleinement les règles de l'état de droit à risque de perdre l'accès aux fonds européens. Moi, je dois rajouter sur ce point que, en fait, c'est clairement pour le Parlement européen l'échec du Conseil européen, hein, cette conditionnalité. Pour nous, le Conseil a mis de côté, a botté en touche en disant à la Commission européenne, parce que c'était sur les derniers jours du Conseil, où il y avait encore ce point de blocage très important. Et en gros, a botté en touche en demandant à la Commission européenne de faire un projet parce qu'effectivement, on peut pas. Vous savez que le Conseil européen, en plus, il ne donne que des conclusions. Il n'élabore pas des textes juridiques. Donc, ils ont un peu botté en touche en demandant à la Commission de rédiger quelque chose pour conditionnalité ces fonds. Alors, on peut voir la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine. La bouteille à moitié pleine, tout de même, parce que je me force d'être positive, c'est que ça n'a jamais été mis en place. Hein. Pour l'instant, le respect de l'état de droit, ce sont des dispositions qui existent dans les traités. D'abord, on était moins dans le cas d'États membres qui ne les respectaient pas. On a en gros 2 États dans le viseur, c'est la Pologne et la Hongrie, pour des raisons différentes. La Pologne, c'est plus pour la situation des juges et les droits des minorités. Remarquez, la Hongrie, c'est aussi le même cas. Mais en tout cas, on avait un dispositif qui existe déjà, mais qui ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, il faut l'unanimité des États membres, moins l'État qui est concerné évidemment, pour pouvoir éventuellement avoir des sanctions financières, c'est-à-dire déjà contre cet État membre. Ces 2 procédures sont déjà en cours. L'une contre la Pologne, lancée par la Commission, et l'une contre la Hongrie, lancée par le Parlement européen. Et on voit bien que ça fait des années qu'on a des débats au Parlement. Donc, évidemment, le Parlement européen et un certain nombre de députés que je pourrais vous indiquer sont très actifs sur ces questions, ne lâchent pas prise, publicisent la situation.
Mais on voit bien que la procédure n'avance pas. Donc l'idée de la conditionnalité, c'est quelque chose qui arrive avant même l'octroi des fonds et donc qui peut être beaucoup plus dissuasif qu'une longue procédure au Conseil pendant 2 ans pour éventuellement avoir des sanctions et qu'on n'a finalement jamais appliquées. Donc ça, c'est la bouteille à moitié pleine. La bouteille à moitié vide, c'est qu'au moment du Conseil européen, évidemment, c'était mis sur la table par un certain nombre d'États membres. On parle beaucoup des Pays-Bas, mais les Pays-Bas, eux, soutiennent ça. Hein, alors, ils faisaient partie des radins, mais ils soutenaient, enfin, j'utilise les mots un peu journalistiques, mais ils soutenaient cette clause de conditionnalité. Donc, on voit bien que les positions, elles ne sont pas monolithiques. Bref, comme ça posait problème, bon, on a un peu botté en touche et on n'a pas réussi à trouver un accord au Conseil européen. Et c'est un des points, notamment pour un certain nombre de groupes politiques au Parlement européen, un des points négatifs de l'accord au Conseil. Voilà, donc nul doute que ça reviendra sur la table, peut-être au moment du discours sur l'état de l'Union, c'est certain. Bon, si je peux ajouter juste une petite information, c'est que ça va certainement revenir sur la table, peut-être un tout petit peu après, enfin, à mon avis, mais je ne le sais pas, aussi dans le cadre du discours de la présidente von der Leyen, mais une semaine plus tard, la Commission va présenter son rapport sur l'état de droit en Europe. Et c'est la première fois qu'on va présenter en fait une sorte de panorama de la situation de l'état de droit dans les 27 États membres. Et ça va donner lieu, effectivement, y compris au Parlement européen, à un grand nombre de débats. En fait, on est au service de la démocratie ici. Ça ne doit pas être discuté, ce rapport, uniquement à Bruxelles. Ça doit être discuté partout dans les États membres. Donc, c'est à chacun des citoyens, aux organisations, de se saisir de ce rapport pour continuer à parler de ça et améliorer la situation. Merci à vous deux. Donc là, le temps tourne. Nous avons des questions. Alors, certaines seront plus posées sur le troisième temps, sur le futur. Et notamment, il y a des questions sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, sur la place donnée à la jeunesse européenne dont nous parlerons. Mais Tanguy va peut-être relayer une question qui porte toujours sur ces questions d'état de droit. Oui, effectivement. Alors, assez rapidement, puisqu'il est déjà 43, mais on a dans le chat une question de Jacques qui nous dit que la Hongrie est particulièrement visée par cette problématique. Ne craignez-vous pas que cette focalisation sur le sujet risque d'entraîner les Hongrois à se rapprocher de la Turquie? De la Russie. De la Russie, pardon, excusez-moi. Bon, si je peux juste une intervention très rapide là-dessus. Je pense que la Hongrie, elle a connu une période où l'Union soviétique n'était pas nécessairement une alliée des Hongrois pour leur développement, leur liberté, etc. Je crois que les Hongrois, dans leur grande majorité, apprécient au quotidien leur appartenance à l'Union européenne. Maintenant, on peut avoir des divergences de vues sur certaines idées, certains principes, mais en tout cas, l'appartenance à l'Union européenne n'est certainement pas une remise en question. Il faut éviter effectivement de marquer au fer, si vous voulez, la population hongroise parce qu'il y a des problèmes de respect de l'état de droit. Il faut s'adresser aux responsables politiques qui sont finalement à la source de ces problèmes de non-respect de l'état de droit et ne pas effectivement mettre dans le même sac l'ensemble de la population hongroise. Ceci dit, je pense encore une fois que le développement actuel, enfin, on voit ce qui se passe en Russie. Excusez-moi, mais enfin, j'ai évoqué le cas du maire de Moscou juste avant. Je ne suis pas sûr que les Hongrois, dans leur grande majorité, souhaitent se rapprocher de la Russie, alors qu'ils ont, dans le cadre de l'Union européenne, la jouissance des 4 libertés fondamentales. Ils vivent en démocratie, ils reçoivent des soutiens financiers importants. Je crois que le calcul est vite fait. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de passer sur notre troisième temps, donc d'aller un petit peu vers l'avenir pour parler des enjeux et des perspectives. On le sait, donc un plan de relance a été proposé par la Commission européenne. Il a été approuvé, comme on l'a dit, par le Conseil européen en juillet. Baudouin Baudru, est-ce que vous pouvez nous en présenter les principaux points et les clés de sa réussite? Et je pense notamment à un sujet qui est souvent moins abordé que l'environnement ou le digital, celui de la dimension sociale.
Oui, merci pour cette question à laquelle je vais répondre assez rapidement parce que le plan de relance, Isabelle Coustet en a déjà évoqué certains aspects tout à l'heure. Et puis en soi, c'est un sujet parce que je le rappelle, c'est quand même une révolution ce qui s'est passé. C'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de l'Union européenne. Cette mobilisation de la dette, cette mutualisation de la dette entre les États membres à hauteur de 750 milliards d'emprunt. Donc la Commission va être habilitée à emprunter sur les marchés financiers à très bon marché puisque la Commission européenne jouit d'une cotation de triple A, donc c'est la meilleure cotation de confiance que les marchés peuvent attribuer à un emprunteur, de manière ensuite à pouvoir le redistribuer aux États membres pour effectivement soutenir leur économie, maintenir les personnes en emploi, financer les formations professionnelles. Et je crois que ce que Jean Castex a présenté tout à l'heure avec ses ministres, c'est-à-dire le plan de relance français, qui va s'appuyer pour 40% sur le plan de relance européen, c'est-à-dire quand même 40 milliards d'euros, c'est pas rien du tout, va simplement traduire en termes nationaux les priorités qui ont été discutées au niveau européen. Alors, à côté de cette enveloppe de 750 milliards, il y a aussi le budget pluriannuel 2021-2027 qui va s'élever à presque 1100 milliards. Donc, on est quand même dans des sommes globales qui sont impressionnantes que l'Union européenne n'a jamais connues jusqu'à ici, tout simplement parce que les défis qui sont devant nous sont considérables. Et je pense qu'effectivement, avec ces montants, nous sommes capables d'apporter la masse critique de soutien financier pour se redresser de la crise du Covid, mais aussi, et ça c'est très important pour la Commission européenne et sa présidente, pour mettre en œuvre les priorités qui restent là. Le défi climatique, la neutralité climatique en 2050, relever effectivement le défi numérique, et le commissaire Thierry Breton en parle 1000 fois mieux que moi, mais nous avons des capacités considérables en Europe. Nous sommes les premiers en termes de brevets et nous avons effectivement le défi des données d'entreprise que nous pouvons relever. Nous sommes mieux placés que nos concurrents mondiaux pour le faire. Donc il faut le faire, mais pour ça, il faut des moyens. Je rappelle quand même qu'au Conseil européen, c'est vrai que tout n'a pas été aussi rose que cela, et je suis d'accord avec Isabelle, il y a quand même des frustrations dans cet accord, mais quand même, il y a eu un accord sur de consacrer 30% de l'ensemble des sommes dont je viens de parler, donc les 750 milliards du plan de relance et les 1100 milliards du budget pluriannuel, 30% de tout ça doivent être consacrés aux défis climatiques, à la biodiversité, à la protection de l'environnement. C'est pas rien. On peut quand même dire aujourd'hui, avec un effort pareil, que l'Europe a vraiment emboîté le pas d'une transition verte, d'une transition écologique, qui n'est pas un prétexte ou du blabla, c'est du concret. Un dernier mot quand même qui est intéressant et qui est important, je pense, un peu malheureusement, il y a aussi un accord au Conseil européen de juillet pour préparer un droit de tirage de 5 milliards d'euros pour compenser les dégâts, je pèse mes mots, les dégâts dus au Brexit. Le Brexit, malheureusement, tel qu'il se présente maintenant, ne sera pas une partie de plaisir et les chances qu'on ait un accord avec le Royaume-Uni d'ici la fin de l'année ne sont pas très élevées. Il faut préparer les pêcheurs, les autres parties de l'économie, et notamment en France, puisque nous avons une façade vis-à-vis du Royaume-Uni qui est importante, à pouvoir absorber ce choc. Donc, ces 5 milliards, je pense que là, c'est aussi une démonstration de la solidarité européenne par rapport à des défis comme ceux-là. Merci beaucoup. Alors, pour laisser la place à quelques questions à la fin du webinaire, je vous propose de passer une question, un petit retour en arrière, mais toujours pour parler des perspectives. Lors de son premier discours sur l'état de l'Union européenne, le précédent président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, avait déclaré ceci: « Notre Union européenne ne va pas bien. Il n'y a pas assez d'Europe dans cette Union. Il n'y a pas assez d'union dans cette Union. Nous devons changer cela et c'est maintenant que nous devons le faire. » Alors, les différents discours sur l'état de l'Union, ils ont été parfois optimistes, parfois alarmistes. Selon vous, quel pourrait être le ton de ce discours du 16 septembre ? Je vais peut-être laisser la parole d'abord à Isabelle. Alors, Benoît aura plus d'informations de première main que moi, ça c'est sûr. Moi, je peux vous dire quels sont les enjeux que le Parlement européen voit, ça oui. Mais sur le ton, je ne m'avancerai pas.
Sur le ton, ce que je peux dire, et je pense qu'on peut le deviner d'ailleurs, dans l'engagement de la présidente elle-même et de toute son équipe pour gérer cette crise, pour aider les États membres, pour aider le personnel soignant, etc., ce sera un discours optimiste qui ouvre des perspectives. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ce sera un discours de combat parce qu'on n'est pas dans une situation de conflit, mais ce sera un discours avec énormément d'énergie. Et je crois que c'est ce dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Que ce soit les entreprises, que ce soit effectivement le personnel soignant qui a quand même passé une période extrêmement compliquée, que ce soit les citoyens qui se posent énormément de questions. L'Europe et la solidarité européenne, ce sont véritablement les clés d'un redressement le plus rapide possible, mais aussi d'un redressement durable. Et quand je dis durable, ça veut dire qu'en effet, les priorités de cette commission, sur base desquelles le Parlement européen, je le répète, a élu la présidente et a approuvé l'ensemble du collège des commissaires, ces priorités sont indispensables. On ne peut plus ignorer ou nier les défis climatiques, on ne peut plus nier ou ignorer les défis numériques, mais on ne peut plus non plus ignorer le défi social auquel nous faisons face. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nicolas Schmit, le commissaire responsable des affaires sociales, termine dans les semaines qui viennent une consultation très large avec les parties prenantes, les partenaires sociaux, etc., sur la mise en œuvre intégrale du socle européen des droits sociaux, qui est quand même maintenant une sorte de balise de l'Europe sociale et qui nous guide pour la mise en œuvre de différentes politiques aujourd'hui et demain. Et donc, nous aurons au début de l'année prochaine une proposition de plan d'action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Ce discours de la présidente sera un discours énergique, c'est un discours qui encouragera toutes les parties prenantes, tous les acteurs à agir de manière coordonnée. Et je suis sûr, en voyant d'ailleurs les différentes déclarations du président de la République en France, du Premier ministre, qui, je le rappelle quand même, cette semaine a dit qu'il fallait faire de la pub pour l'Europe quand elle fait son travail, et l'Europe l'a fait de façon exceptionnelle, ça mérite d'être souligné. Quand je vois comment Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, promeut la dimension européenne dans l'ensemble des activités en fait, dont il a la charge, je pense qu'on est sur la même ligne et que ce sera un discours dont on va ressortir requinqué et prêt à affronter les défis d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie. Alors, je vous propose maintenant de prendre quelques minutes pour répondre à quelques-unes des questions du chat, toujours sur ce troisième thème. Et pour ça, je vais laisser la parole à Claire. Merci. Oui, nous arrivons dans la dernière ligne droite de notre webinaire et une des questions qui se pose, c'est une des priorités qui a été affichée par Ursula von der Leyen pour la mandature et de rapprocher l'Europe des citoyens. Un internaute souligne le manque de communication et d'autres là se sont interrogés sur, il était annoncé une conférence sur l'avenir de l'Europe. Où en est-on? Quel va être le contenu? Comment les citoyens vont pouvoir s'impliquer dans celle-ci? Et Stéphanie nous pose la question de la place qui sera donnée à la jeunesse dans ces débats pour l'avenir. Donc, Isabelle peut-être et Baudouin pour continuer. Alors, votre question, Claire, elle porte sur la communication ou elle porte sur la participation des citoyens? Ouais, j'allais dire, il y a toujours ce souci de communication, mais là, parlons plutôt de participation et cette conférence. On avait ce fameux chantier de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui, à mon avis, devient de plus en plus nécessaire. Maintenant, c'est vrai que les institutions ont été… Alors, le lancement de cette conférence était prévu pour mai, mais il a été reporté pour cause de Covid, évidemment. Mais il faut dire une chose aussi, c'est que le Conseil n'a
n'a pas avancé non plus sur sa position sur cette conférence. Alors, qu'est-ce que c'est? Cette conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est une réflexion sur les institutions européennes, comme il y en a très régulièrement dans le débat européen, et qui devrait déboucher, pas forcément sur des modifications des traités, mais en tout cas sur des modifications de façon de fonctionnement de l'Union européenne. Le Parlement européen est très pour cette conférence, à tel point, à telle enseigne qu'il a fait une résolution en juillet 2020 dans laquelle il est extrêmement précis sur la forme que devrait prendre cette conférence, avec des agoras citoyennes de 200 à 3 personnes, de 200 à 300 personnes un peu partout dans l'Union européenne, et puis un aéropage aussi de membres des institutions européennes, du comité économique et social, etc., qui prendrait le pouls de ces agoras pour faire des propositions. Ceci dit, la Commission a fait ses propositions aussi, un petit peu moins précises, et le Conseil, lui, n'a pas vraiment démarré sur le sujet, et c'est un peu embêtant parce qu'il nous faudrait quand même un accord des 3 institutions pour lancer le processus. Alors, nul doute qu'on va remettre le chantier à l'ordre du jour. On n'a toujours pas défini le champ d'application de cette conférence. Qu'est-ce qu'on va proposer comme réforme en fait de l'Union? Le Parlement européen, lui, il a une position un peu plus vaste que celle d'avoir seulement 4 questions qui sont très précises, notamment sur doit-on avoir des listes transnationales aux élections européennes, etc. Mais pour étendre vraiment le champ de cette conférence à tous les sujets de préoccupation des citoyens qui remonteraient de ces agoras. Donc nous, on est un peu dans les starting blocks pour commencer ce processus, mais je dois dire qu'entre-temps, il y a, pour accueillir l'attention des citoyens, il y a quand même beaucoup d'autres problèmes aussi à résoudre, et je ne voudrais pas non plus avoir l'air complètement éthéré ou dans une stratosphère. Il me semble qu'il y a un problème quand même qu'il faut qu'on résolve en début d'année, là maintenant en septembre, c'est que d'abord la crise sanitaire n'est pas tout à fait derrière nous, loin de là, et qu'on est encore en train, entre États membres, de réagir complètement différemment sur les fermetures de frontières, les quarantaines, le diagnostic des zones rouges, des zones oranges ou vertes, et que ça empêche les citoyens au quotidien de vivre. Parce que l'Europe, c'est un espace de vie. Les États membres sont complètement déconnectés avec les frontières, finalement, dans cette pandémie, parce que les zones sont des zones régionales. Donc, il faut une collaboration entre les États membres, voire les régions frontalières, pour gérer ce genre de problème des transfrontaliers. Donc, je dirais qu'avant toute chose, il faut aussi une coordination sur le niveau sanitaire, c'est l'urgence de la rentrée. Je vais être très très bref, donc je ne vais pas parler de la conférence parce qu'Isabelle a bien couvert le sujet, mais je dirais 3 choses principales pour rapprocher l'UE des citoyens. Tout d'abord, la dimension locale. Il faut développer les discussions comme on le fait ce soir grâce à 2 centres d'information Europe Direct. Il faut parler d'Europe localement. Il faut prendre en considération aussi les problèmes, les attentes spécifiques locales. Ça veut dire qu'il y a une grande variété de sujets, mais il faut faire ça. C'est très important d'aller jusqu'au niveau local. Et quand je parle du local, je parle aussi de l'outre-mer. On les oublie malheureusement trop souvent. L'outre-mer, c'est aussi la France, c'est aussi l'Europe. Il ne faut pas les oublier. Nous faisons ça. Nous avons développé un pôle territorial à la représentation en France, notamment à Marseille, et un partenariat très étroit avec les centres d'information Europe Direct. Nous allons être de plus en plus présents localement. Ça, je vous le garantis. Deuxième chose, il faut améliorer la couverture des sujets européens dans les grands médias audiovisuels. C'est un énorme problème. L'année dernière, les sujets européens correspondaient à peu près à 2,7% des sujets qui passaient aux 20h de France 2 et TF1, c'est-à-dire la moitié au moins de la primaire aux États-Unis. Il faut savoir dans quel monde on vit. L'Europe, c'est le biotope des Européens. C'est des choses qui... L'Europe influence la vie quotidienne des entreprises, des agriculteurs, etc. Il faut en parler, c'est important. On travaille aussi là-dessus avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec les chaînes. On va tout faire pour améliorer la couverture des sujets européens, etc. Et la dernière chose, c'est évidemment le partenariat avec les autorités françaises pour qu'on n'hésite plus à mettre le logo européen quand on inaugure un projet.
qui a été cofinancé par l'Europe et qu'on explique comment l'Europe et pourquoi l'Europe a financé ce projet. C'est extrêmement important. Moi, j'ai noté quelque chose de peut-être anecdotique, mais quand même, lors de la conférence de presse du président Macron à Bagdad cette semaine, il y avait derrière lui le drapeau français et le drapeau européen. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que l'Europe, à travers effectivement l'action du président Macron, mais pas seulement, l'Europe commence effectivement à déployer sa dimension géopolitique. Et c'est une réponse à des questions qui sont apparues sur le chat. Oui, l'international sera aussi certainement couverte par le discours de Mme von der Leyen, parce que l'époque de la naïveté, l'époque où on acceptait finalement les normes de nos concurrents commerciaux partout dans le monde, c'est fini. C'est fini. L'accord de Paris va devenir, il est déjà d'ailleurs, dans un certain nombre d'accords qui sont toujours en négociation, l'accord de Paris, le respect de l'accord de Paris, c'est une condition essentielle pour faire du commerce avec nous. Nous allons continuer sur cette voie et je pense que c'est très important que l'Europe et les États membres ensemble, nous soyons plus assertifs vis-à-vis de M. Erdogan, vis-à-vis de M. Poutine et d'autres. Merci beaucoup. Eh ben, je vous remercie, Isabelle Coustet et Baudouin Baudru, pour ce temps d'échange. Et en effet, des questions arrivées sur le fil de discussion, mais nous allons les garder pour peut-être le deuxième webinaire, donc avant le 16 septembre et ce discours sur l'état de l'Union. Le Bureau du Parlement européen organise un deuxième webinaire le 8 septembre à 18 h pour une analyse plus politique, pour continuer l'analyse politique avec les députés européens Valérie Hayer et Pierre Larouturou. Et ce webinaire sera animé par nos collègues des centres Europe Direct de Bourgogne-Franche-Comté et Pau, Pays de la Dour. Donc, merci à vous tous. Continuez à aussi, pour ceux qui nous écoutent, à vous exprimer. Le Parlement européen a ouvert sur son site internet aujourd'hui aussi un site sur lequel vous pouvez vous exprimer pour poser des questions, interpeller les députés européens justement en perspective du 16 septembre. Donc, continuons à échanger sur l'Europe et bienvenue dans tous les centres Europe Direct en France pour de l'information et des échanges de proximité. À bientôt à tous et merci. Merci à toutes et tous. Merci Claire. Merci Tanguy et Claire. À bientôt. Au revoir.